Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci d'être présent. J'apprécie beaucoup que vous soyez ici aujourd'hui. On m'a même dit qu'il y a des gens qui ont pris l'avion hier et rentré hier pour être à temps ici aujourd'hui. Vraiment, c'est exceptionnel. Merci. Alors, pour moi, l'international, l'interculturel, c'est une passion depuis plus de 30 ans. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous cette expérience et un peu ce qui se passe dans le monde actuellement en matière d'internationalisation des universités. Je ne parlerai pas seulement de la recherche, je vais parler de ce qui se passe et des facteurs d'influence, concentrer un peu sur l'Europe, mais aussi en vous parlant évidemment un peu de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Afrique, pour vous donner une idée large de ce qui se passe. Alors, premièrement, le vice-recteur a très bien introduit la conférence. Évidemment, vous êtes conscient de la situation, on est de plus en plus conscient de l'état des lieux, c'est-à-dire les frontières, entre guillemets, parce que qu'elles soient physiques, culturelles ou autres, sont de plus en plus atténuées. Évidemment, tout ce qu'on a comme capacité médiatique, mais le mouvement des individus, le mouvement du savoir, etc. Donc, les flux de capitaux d'information et d'individus se sont accrus de façon extrêmement importante dans les dernières années. Le vice-recteur l'a mentionné, les enjeux sont maintenant planétaires pour la plupart des cas. L'économie est intégrée dans bien des cas. L'environnement est un enjeu qui touche tout le monde et les actions des uns ont des impacts sur les autres, ce qui oblige, dans bien des cas, les chercheurs à travailler ensemble, à trouver des solutions communes. La collaboration, mais aussi la compétitivité internationale. Souvent, on va parler de collaboration, mais il ne faut pas oublier que les États sont en compétition. Je pense que c'est De Gaulle qui disait « les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts ». Bien, des fois, on le voit très bien que les États sont là pour essayer de tirer le maximum du bénéfice des collaborations internationales. Et dans d'autres occasions, on est plus dans un contexte de collaboration. Les enjeux linguistiques, on en a ici des enjeux linguistiques, hein, le français au Québec, mais le français en Ontario, le français dans le monde, l'anglais qui est devenu un peu la lingua franca en enseignement supérieur, en recherche et publication, c'est majeur et je vais y revenir un petit peu. Et un phénomène qui est aussi très, très prégnant dans les universités à l'international. L'Association internationale des universités, qui compte plus de 650 membres, qui est affiliée à l'UNESCO, etc., lors de sa dernière étude, les chiffres sortis en 2014, 1336 établissements sondés, les établissements, 75 % mettent l'internationalisation de leurs activités dans les deux priorités de l'organisation. Alors, les universités cherchent à s'internationaliser, elles veulent tisser des liens de plus en plus forts, de différentes natures, en fonction de leur réalité, de leurs enjeux, de leurs défis, qu'ils soient financiers, humains, culturels ou autres. Facteurs d'influence. Quels sont les grands facteurs d'influence actuellement en enseignement supérieur dans le monde? Le processus de Bologne est probablement celui qui a eu le plus d'impact dans les dernières années. Vous avez entendu parler du processus de Bologne. Qu'est-ce qui est arrivé avec le processus de Bologne? Vous avez l'essentiel ici. Évidemment, après la signature des accords de Maastricht en 1992, l'Europe cherchait à se définir sous différentes formes. L'enseignement supérieur était évidemment une forme importante de définition, de collaboration. Alors, en 1998, 4 pays, Allemagne, Italie, France, attendez, lequel j'oublie là, et Angleterre, se sont réunis pour dire, nous, ce que nous voulons, c'est créer un espace commun de l'enseignement supérieur. L'année suivante, 1999, vous avez déjà 29 pays qui adhèrent au processus de Bologne. Aujourd'hui, c'est 48 pays. Il y a 28 pays membres de l'Europe, de l'Union européenne, mais il y a 48 pays membres de cet espace européen de l'enseignement supérieur qui compte 4000 établissements d'enseignement supérieur. Et vous avez les objectifs ici, 6 objectifs principaux. Organiser l'enseignement supérieur selon un système LMD. C'est le système nord-américain, c'est le système anglo-saxon qu'ils ont repris comme modèle. Licence, master, doctorat, avec une semestrialisation des cours, avec des notions de crédit. Vous voyez, ECTS, en fait, c'est Equivalent Credit Transfer System. Ils ont un système de crédit qui n'est pas identique au nôtre, mais qui ressemble au nôtre en termes de modalités. Ensuite, faciliter la reconnaissance des diplômes. On veut la mobilité des individus d'un pays à l'autre. On veut la reconnaissance des diplômes. Et évidemment, être en mesure de dire cette personne pourrait travailler dans telle entreprise parce qu'elle a les compétences X, Y, Z. Donc, cet espace européen, et là, je vous laisse lire, évidemment, il y a l'assurance qualité, il y a 6 objectifs principaux. Cet espace européen a eu beaucoup d'impact, non seulement en Europe, mais partout dans le monde, parce que les Européens se sont mis à travailler ensemble,
à faire ensemble des doubles diplômes, des co-tutelles, des passerelles dans les programmes, de la reconnaissance, etc., etc. Et ensuite, ils sont allés du côté de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie pour créer les mêmes chimies avec les partenaires. Donc, vous vous retrouvez en Amérique latine, vous vous retrouvez en Asie, et les gens vont vous parler du processus de Bologne. Ils disent, bien, nous, on travaille avec les Français de cette façon-là, les Allemands de cette façon-là. Donc, c'est le modèle qui a eu le plus d'impact depuis 30 ans en matière d'organisation universitaire et de collaboration universitaire. Du côté de l'Amérique du Nord, on a été très attentiste. On a un modèle qui marche, on le garde, tant du côté des Américains que des Canadiens. On a été lent à bouger, même on a été lent à bouger avec les Européens qui viennent nous voir régulièrement et qui nous demandent des collaborations de cette nature. Évidemment, pour eux, c'était d'accroître le rayonnement international. L'offre de formation européenne, c'est de créer un espace européen, non seulement de l'enseignement supérieur, mais c'est aussi un espace européen culturel, un partage. La mobilité des gens, ce n'est pas seulement le savoir, mais c'est aussi leur culture, leur langue qu'ils vont partager. Donc, c'est cet espace-là qu'ils cherchent à créer avec le processus de Bologne. Donc, maintenant, c'est l'espace européen de l'enseignement supérieur. Quels sont les outils que le processus de Bologne a mis en place? Alors, vous avez peut-être entendu parler d'Erasmus. Certains d'entre vous avaient vu l'Auberge espagnole, peut-être, comme film, avec Tapiche. Excellent. D'ailleurs, c'est basé sur l'expérience Erasmus. Alors, Erasmus, c'est un programme qui a été lancé en Europe avant la création de l'espace européen. Donc, un certain nombre de pays européens ont dit on va nous générer de la mobilité étudiante. Donc, et surtout la mobilité professionnelle. Au début, c'était les professeurs qui bougeaient. Donc, en 1987, on a lancé Erasmus. Ensuite, en 2014, Erasmus+, et il y a Erasmus Mundus, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, au total, sur 30 ans, c'est 9 millions d'individus qui ont bougé d'un pays à un autre, intra-européen, mais aussi à l'international. Et le financement ne touche pas seulement les étudiants, mais il touche les étudiants, les professeurs et récemment, les professionnels, dans le programme Erasmus+. D'ailleurs, nous, on a 5 programmes Erasmus+, avec des partenaires de 4 pays en Europe, où on a des étudiants, des profs et des professionnels qui ont bougé dans les dernières années. Parce que vous voyez, la mobilité bidirectionnelle inclut des partenaires extra-européens, dont le Canada, ce qui nous a permis de bénéficier de programme Erasmus. Et on a d'autres demandes, d'autres intérêts de la part d'universités partenaires. Vous voyez les types de mobilité, étudiante 2-12 mois, professeur professionnel 5 jours à 2 mois. Donc, évidemment, il y a des contextes, il y a des financements d'associés et il y a une prise en charge pratiquement complète de la part du programme Erasmus+, dans le cadre de cette mobilité-là. Les retombées, évidemment, échange universitaire, harmonisation des cursus, c'est ce qu'on vise, de mieux faire connaître, d'essayer de travailler ensemble, encore une fois, sur la notion des doubles diplômes. Et vous avez la liste là, des retombées, là, des compétences transversales, évidemment, compétences interculturelles qu'on veut développer, non seulement chez les Européens eux-mêmes, mais chez les partenaires, donc pour mieux faire connaître ce qui se passe en Europe. Donc, c'est aussi une vitrine extraordinaire pour la communauté européenne, pour faire savoir ce qu'ils font, où ils sont rendus et comment ils travaillent. Perspective, ils veulent doubler ce nombre-là en 2020-2030. Et vous voyez les projections budgétaires, en fait, c'est des propositions budgétaires. Entre 2014 et 2020, ils ont mis pratiquement 15 milliards de dollars dans le programme Erasmus+, appelons-le comme ça, et Erasmus Mundus. Et 2021-2030, ils veulent mettre 30 milliards de dollars. Pour eux, la mobilité, qui était déjà très forte comparée à ce que nous, on vit ici, c'est nettement insuffisant. Ils veulent la doubler dans les prochaines années. Vous savez, la situation en Europe est un peu particulière. Hein? Les gens vont dire c'est précaire. L'Union européenne est un peu précaire, mais ils voient l'enseignement supérieur comme étant un moyen de renforcer ces liens-là et de créer plus d'interaction et de synergie entre les États. Erasmus Mundus, ce sont les programmes de maîtrise. Alors, c'est un programme qu'ils ont lancé pour faire soit de la double, de la co- ou de la multidiplomation. Je n'irai pas dans les explications là, parce qu'il y a certaines nuances là-dedans, mais ils ont ouvert le système pour dire, nous, on veut qu'au moins 3 universités de 3 pays différents s'associent pour offrir des maîtrises. Et entendez-vous sur le type de diplôme que vous allez proposer, mais aussi, on veut qu'il y ait de l'enseignement des langues dans ça, pas seulement l'anglais, hein, parce qu'on reviendra tout à l'heure à la notion de l'anglais comme langue utilisée de façon évidemment très large en enseignement supérieur. Mais ils ont donc lancé ce programme où aujourd'hui, on a 77 programmes
maîtrise Erasmus Mundus qui ont été lancés. Seulement 2 avec le Canada, l'Université de Guelph et l'Université Laval. Vous pouvez imaginer la complexité, parce que si vous avez une université canadienne, ça veut dire que vous en avez au moins 3 européennes, de 3 pays. Les systèmes ne sont pas tous intégrés encore, donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup de travail à faire sur comment on fait bouger les gens. Et il y a des critères, c'est au moins bouger dans 2 pays de l'Union européenne. Alors, il y a toute une série de critères par rapport à ça. Mais ce sont des programmes qui appuient, je dirais, le rayonnement de l'Europe dans le monde, en matière de collaboration et en matière, évidemment, d'enseignement supérieur. Alors, une des choses qui est visée, puis il y a eu un cahier de fait sur les 30 ans d'Erasmus, c'était extraordinaire ce qu'ils ont mis là-dedans, parce qu'ils ont fait toutes sortes d'études d'analyse sur l'impact de la mobilité. Sur les 9 millions de mobilités dont je vous parle, on parle d'à peu près 5 millions d'étudiants. Il y a eu beaucoup de profs, de professionnels, évidemment aussi, qui ont bougé. Mais notamment là-dedans, le taux d'employabilité des jeunes qui ont vécu une expérience internationale était de loin supérieur à la moyenne des autres. Même la durée entre le moment de la fin des études et de se trouver un emploi était clairement beaucoup plus courte que les autres. Donc, il y a plusieurs avantages. Et ils sont même allés à évaluer sur le nombre de bébés Erasmus qu'il y a eu sur les 30 ans. Donc, ils sont allés loin dans l'analyse. Les approches préconisées pour la mobilité académique en Europe, ça ressemble un peu aux nôtres, mais ils ont développé des choses vraiment intéressantes. Je vous dis, ils nous mettent de la pression là, aux Nord-Américains. Puis même, ils nous disent, mais comment ça se fait que vous ne bougez pas? Ou vous bougez lentement? Parce qu'eux, ils arrivent avec des propositions, des modèles. Mais nous, on fait de la double diplomation ou de la triple diplomation avec les Brésiliens. Avec vous autres, c'est un peu bon. Donc, profil international, ils ont des profils internationaux dans les universités. C'est rendu dans certains programmes que c'est obligatoire. Vous voulez un diplôme d'une école d'ingénierie, vous devez aller étudier à l'international. Ce n'est pas une question de choix. Les business schools sont rendus comme ça. Et on réfléchit dans plusieurs programmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on ait le plus grand nombre possible qui puissent vivre une expérience internationale. Alors que nous, au Canada, avec le Bureau d'accréditation des programmes de génie, parce qu'on a eu des discussions avec les gens du domaine de l'ingénierie, c'est compliqué de faire de la mobilité, parce qu'il faut que je me trompe peut-être, mais tous les cours techniques doivent être donnés par un professeur membre de l'Ordre des ingénieurs du Canada. Là, vous l'envoyez en Europe. Là, à un moment donné, on est en porte-à-faux par rapport à la réalité européenne, qui, eux, font ça, je vous répète, là, avec les Brésiliens, les Chinois, etc., et ça bouge. Je me suis retrouvé dans une réunion au Brésil où le partenaire brésilien me dit « Ah, ça donne bien, j'ai mon partenaire français qui est ici, on va faire un triple diplôme. » Bon, j'ai dit « On a du travail à faire. On me fait plaisir de rencontrer des collègues français, mais on va revenir et on va travailler sur la notion et la façon de faire les choses. » Double diplôme, multiple diplomation, je l'ai mentionné, les co-tutelles de thèse, c'est des choses qu'on fait. Ici, à l'UQTR, on a 5 doubles diplômes. On a une vingtaine de co-tutelles par année, là, grosso modo, entre 17 et 22 co-tutelles de thèse. Les écoles internationales d'été, ils font beaucoup bouger aussi. On a commencé ça, mais en Europe, ça bouge beaucoup. Mais vous savez que géographiquement aussi, il y a une proximité. Prenez le train, puis vous êtes rendu, vous changez de pays assez rapidement. Donc, il y a une facilité, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous, on ne peut pas le faire. Il y a d'autres mécanismes à mettre en place. L'offre de cours en anglais, majeure en Europe. Vous savez, un des défis majeurs de l'Europe sur la cohésion de l'Europe, c'est quelle langue on parle pour se comprendre. Vous pouvez bien concevoir. Alors, l'anglais est devenu un peu la lingua franca, j'en parle un petit peu tout à l'heure. Les universités offrent des cours en anglais, et de façon importante, mais il y a des pays qui ont légiféré pour éviter les dérives, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure sur les enjeux linguistiques. Les classements internationaux. Le vice-recteur en a parlé. Vous avez ici j'en ai décrit 4, mais il y en a plus que ça, là, vous le savez. Le Academic Ranking World University, c'est le classement de Shanghai. Au départ, en 2003, ça s'appelait le classement de Shanghai, et c'est celui qui est actuellement le plus utilisé et le plus, je vous dirais, dont on se fait parler le plus souvent. Et Sébastien disait tout à l'heure, vous arrivez en Chine, la première chose qu'ils vous demandent, c'est que vous êtes classé où, et ils vous montrent leur classement. Mais il n'y a pas qu'en Chine. Parce qu'évidemment, tous ceux qui sont classés montrent leur classement. Ceux qui ne sont pas classés parlent d'autres choses. Alors, parce que c'est un référentiel international. On sait que c'est imparfait, c'est critiqué, c'est basé. Il y a 6 paramètres pour le ranking de Shanghai. Là, vous avez, est-ce qu'il y a des prix Nobel dans vos anciens étudiants, dans votre personnel? Est-ce qu'il y a des médailles Fields et compagnie? Bon, donc, vous voyez les standards.
Il y a un aspect réputationnel extrêmement important, mais il y a aussi le fait qu'on ne prend pas beaucoup en compte les sciences humaines et que tout ce qui est publié autre qu'en anglais est peu considéré dans ce classement-là. Donc, on le sait qu'il est imparfait, mais il est utilisé par les gens. Et maintenant, les organismes subventionnaires de la recherche de plusieurs pays vont exiger que vous soyez classé dans le top 500 pour accueillir des boursiers, pour avoir des fonds de recherche. Alors, c'est en train de créer vraiment un clivage important entre les universités classées top 500 et les universités qui ne sont pas classées. Le Chili envoie des boursiers à l'international de haut niveau dans le top 200. Hein? Classement international, on a 4 universités canadiennes dans le top 100. McGill est 70e, Université québécoise. L'Université de Montréal est classée entre 101 et 151. Parce que si vous voulez avoir les chiffres précis, il faut évidemment acheter le classement de Shanghai. J'allais voir plutôt les classements généraux. Et vous voyez l'UQ, en 2015, on était classé 440e mondial, Université du Québec. Et là, c'est une approximation parce qu'ils ont mis les courbes sans mettre les chiffres exacts. Je n'ai pas évidemment toutes les métriques par université. Alors, c'est à peu près là, 435 à 445 en 2015. En 2016, un bond important, on arrive à 350e au monde. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Sur quoi c'est évalué? Il faudrait vraiment fouiller les choses. Et en 2017, on n'est plus classé. L'UQ sort du classement de Shanghai depuis 2017-2018. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne le sait pas. Il y a des démarches qui sont faites par l'UQ pour essayer qu'on réentre dans les classements, mais évidemment, on est classé comme Université du Québec, les 10 constituantes de l'UQ, et pas seulement une. Alors là, on a été sorti des classements. On pense qu'il y a des gens qui ont dit non, c'est un réseau, ce n'est pas une université, etc. Je pense, moi, que le fait qu'on ait eu un bond important de place dans les classements, ça a fatigué d'autres universités qui sont peut-être moins bien classées. Comment c'est arrivé, je ne peux pas vous le dire, mais on a toutes sortes de prétentions sur comment ça a pu se passer. Les autres classements, le Time Higher Education est un classement extrêmement intéressant aussi. Celui-là, c'est le seul qui prend en compte l'ensemble des dimensions universitaires. Mais encore là, c'est imparfait. Mais ils vont toucher l'enseignement, la recherche, services aux collectivités, l'international, etc. Et l'UQ est classé 501e, entre 501 et 600 au monde. Donc ça, c'est des classements dans lesquels, comme réseau, on apparaît. Mais THE n'est pas équivalent à Shanghai. Shanghai est vraiment cité, recité. Et Shanghai a été créé par une université, mais maintenant, c'est le secteur privé qui a racheté. Haru a racheté les droits de Shanghai. Alors, vous voyez ces classements-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous arrivez quelque part, on ne connaît pas trop la qualité, les gens vous posent la question, vous êtes classé où? Il y a des classements par programme, par secteur, etc. Et je vous invite à aller sur le site de l'Université du Québec qui a fait un bon travail, un excellent travail pour essayer de démystifier les classements et de voir comment on se situe pour avoir des référentiels à présenter. Donc, vous avez aussi Webometrics sur le nombre de fois qu'on est cité sur Internet. Écoutez, il y en a des classements. Et si vous regardez, 2003, Shanghai sort, THE en 2004, QS en 2004. Donc, ce sont plusieurs compagnies qui ont sorti des classements parce qu'ils voyaient là un intérêt. On a même le classement McLean au Canada que vous pouvez voir régulièrement. Les accréditations internationales, les gens des écoles de gestion vont le savoir. La même chose dans les écoles de gestion, les business schools. Il y a des accréditations internationales et vous arrivez sur place et les gens vous demandent est-ce que vous êtes EQUIS, est-ce que vous êtes AACNB, est-ce que vous êtes... Nous, ici, on n'a pas besoin d'être accrédités pour faire notre travail, mais sur la scène internationale, les écoles de gestion sont accréditées et ils s'associent entre accrédités. Vous voulez être partenaire d'une université, un petit peu comme le U15 au Canada. Le U15 travaille entre le U15. On est membre du groupe SELECT, qui s'appelle les grandes universités de recherche, c'est comme ça qu'ils se nomment. On travaille beaucoup entre nous. Les gens, est-ce que vous êtes EQUIS, vous n'êtes pas EQUIS? On va travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, ça nous limite dans certains partenariats. Il faut voir la pertinence pour nous de rentrer dans ces accréditations-là ou non. Donc, c'est un choix d'organisation, c'est un choix de rayonnement, puis c'est un choix de type de partenaire qu'on va pouvoir trouver aussi à l'étranger parce que ça fait partie des critères de sélection assez rapidement dans les discussions. Et encore une fois, ceux qui sont accrédités, ils s'affichent. Vous allez à des rencontres et conférences internationales, EQUIS, ceux qui ont les 3 accréditations, yes, ils vous le disent, puis c'est bien marqué. Alors, ça a une importance
je vous dirais, assez majeur. Des facteurs d'influence. Les enjeux linguistiques. Évidemment, enjeu majeur pour la mobilité des étudiants. Les étudiants francophones du territoire francophone qui viennent chez nous en mobilité, qui viennent étudier un programme. N'oubliez pas, mobilité, on parle recrutement et échange, là, pas seulement échange, on parle des deux volets. C'est souvent d'ailleurs intégré dans les textes internationaux. Donc, l'enjeu de la langue, les étudiants qui viennent ici, qui ne maîtrisent pas le français, auront le plaisir de passer par l'École internationale de français qu'on a ici, mais dans leur choix, dans leur décision de venir dans une université, pour eux, ça prolonge les études, ça prolonge le coût, ça augmente le coût de séjour. Donc, ce sont des enjeux importants. Prédominance des publications scientifiques en anglais. On a sorti ce résumé de la recherche des professeurs de la Rivière et des Rochers, ce qui m'a d'ailleurs surpris et qui en surprendra peut-être certains d'entre vous. Ils ont fait l'analyse des données sur le Web of Science sur les sciences humaines. Parce que dans l'article, on dit « les sciences dites dures se rédigent, ça fait longtemps ». Oubliez ça, c'est anglais, là, puis on ne parle même pas d'autres langues de façon majeure. Alors, il y avait une présomption qu'en sciences humaines, les publications pouvaient être plus variées au niveau linguistique. Entre 1980, en 1980, la proportion de publications dans la langue française ou allemande dans leur pays était de pardon, je m'excuse. En 1980, 30 des articles étaient publiés en anglais en France ou en Allemagne, en sciences humaines. Bien, en 2014, c'est 80 %. Donc, ils sont maintenant à moins de 20 de publications dans leur langue d'origine. Le Québec, en 80, la proportion était déjà de 70 %. On est aujourd'hui à plus de 90 % selon cette étude. C'est assez frappant. Et la raison, bien, c'est écrit plus bas, principalement, c'est que les publications rédigées en anglais sont citées 3 fois plus souvent que les publications rédigées dans d'autres langues. Alors, les gens qui veulent être lus, qui veulent avoir de l'impact, etc., vont le faire beaucoup en anglais maintenant. On dit, maintenant, on annonce que des outils extrêmement intéressants de traduction pourraient permettre aux chercheurs de publier dans leur langue et de rapidement se faire traduire, mais ce n'est pas encore au point, donc il y a un enjeu linguistique ici. L'anglais comme lingua franca, je l'ai parlé tout à l'heure, langue véhiculaire, ça a aussi une incidence, c'est que quand vous avez des gens dont l'anglais n'est pas la première langue qui travaillent ensemble en anglais, le niveau d'anglais n'est pas toujours excellent. Donc, vous connaissez peut-être l'expression du globish, Global English, qui est parlé dans plusieurs cas, même enseigné par des fois des professeurs qui ne sont pas tout à fait au point, mais dans les relations, les discussions inter-institutions, ça peut jouer de façon assez importante. Les universités, partout dans le monde, vous allez au Brésil, vous allez en Chine, plusieurs développent un certain nombre de cours en anglais, je ne dis pas des programmes complets, mais une offre de cours en anglais pour permettre aux gens de venir expérimenter les études sur le campus en commençant par l'anglais, puis ensuite, peut-être en transférant dans la langue du pays. Réaction de la France. Alors, comment la France a réagi parce que je vous parlais de l'Europe tout à l'heure, a réagi au classement. C'est surtout les classements qui ont fait réagir la France. Donc, en 2013, ils ont créé les communes. Les universités étaient trop petites, étaient moins citées. Je vous disais tout à l'heure, le Canada, on a 4 universités classées dans le top 100, 18 dans le top 500 Shanghai. La France a 3 dans le top 100, 16 dans le top 500. Alors, ils n'aiment pas leur classement. Hein, parce qu'ils disent, comment ça, nous autres, on pays 2 fois plus nombreux que le Canada, les Anglais sont plus présents, etc. On doit être, nous, plus. Donc, ils ont commencé à essayer de réorganiser. Les communes, donc regroupement d'établissements d'enseignement supérieur, créer des plus grosses universités pour avoir un impact. Ensuite, je dirais sur des territoires donnés. Ils ont essayé ça, ça n'a pas très bien marché. Dans certains cas, il y a des communes qui ont fonctionné, d'autres, les gens ne voulaient pas s'associer, etc. Ensuite, là, ils ont une nouvelle formule, l'université intégrée. On va intégrer des universités régionales en mettant des universités, mais des grandes écoles. Des écoles d'ingénierie avec ça, parce que, vous savez, dans le système français, il y a 2 systèmes. Il y a le système public, mais il y a le système des grandes écoles. C'est un système privé très prestigieux, dans lesquels on entre après avoir fait des années préparatoires et tout. Alors là, ils veulent les intégrer ensemble. Je vous dirais que les grandes écoles, ça ne les intéresse pas, là. Eux autres, ils ont une réputation. Vous allez nous amener dans une université. Donc, l'université intégrée, c'est un modèle qui est actuellement en discussion. Il y a déjà des plans de fait pour le faire. Et ils sont allés,
autant le président actuel que ses prédécesseurs ont dit non, on va créer des grandes universités. 2 grandes universités, les méga-universités, là, à la Cambridge ou MIT. Alors là, ils veulent rassembler Paris-Saclay, c'est 19 institutions. OK? Et là, ils veulent dire on va en créer 2 grandes, parce que dans les 19 institutions, il y en avait 5 spécialisées en sciences et techniques, des grandes écoles qui ont dit on ne veut rien savoir dans l'université. On va créer notre université sciences et techniques, qui, jusqu'à maintenant, ils ont le nom New Uni. Ça fait très français. Alors, ils veulent créer ça, évidemment, pour gagner des places dans les classements de Shanghai et THE. L'Université européenne, ça c'est le nouveau, ça vient d'être lancé. Macron a annoncé ça en 2017 lors des 30 ans d'Erasmus et il a dit, écoutez, on va pour recréer, pour travailler l'Europe encore plus et le but étant vraiment le renouvellement de l'Union européenne qui, dans son discours, passera par l'éducation. On va créer les universités européennes. 4 à 6 institutions dans au moins 3 États membres de l'Union européenne, les programmes conjoints, plusieurs langues dans l'enseignement. Et l'objectif en 2024, c'est d'avoir 20 universités européennes sur le territoire des pays partenaires. Mais ça, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous en termes de collaboration? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont plus se concentrer sur l'Europe? On nous dit qu'évidemment, ils veulent des relations internationales hors Europe là-dedans, mais ils sont en train de créer des structures, des méga-structures pour essayer d'avoir un meilleur positionnement international. L'appel de projet est lancé, actuellement en cours, et la date de dépôt, en février prochain, on veut annoncer 6 universités européennes. Réaction aux enjeux linguistiques en Europe, bien évidemment, multiplication des cours à faire en anglais. Et là, il y a eu des dérives. L'exemple de la France et des Pays-Bas, notamment les Pays-Bas, offraient pratiquement les programmes complets en anglais, ce qui a fait que le néerlandais a perdu d'importance et il y a eu une réaction populaire. Les gens disaient, attendez, là, oui, c'est bien l'enseignement de l'anglais, mais on ne va pas perdre notre langue et on est quand même, les Pays-Bas, on devrait quand même enseigner en néerlandais. Alors, ils sont revenus en arrière et ils maintiennent une offre de cours en anglais parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent attirer des étudiants internationaux, le néerlandais n'est pas beaucoup parlé ailleurs dans le monde, un petit peu en Indonésie et peut-être encore en Afrique du Sud, mais encore. Alors, ils doivent garder une offre de cours en anglais. La France aussi, il y a eu beaucoup de cours de développés par les universités françaises en anglais, à un moment donné trop, au point qu'il y a même eu une loi en 2013, la loi Fioraso, qui voulait encadrer l'enseignement de l'anglais dans les universités françaises. Et l'encadrement, c'était, puis là, c'est marqué dans la présentation, dans le cadre d'accords avec des universités étrangères et des programmes financés par l'Union européenne. Donc, il y a des universités françaises qui ont reculé, qui ont limité leur nombre de cours. Mais quand je vous dis limité, là, les étudiants, dans bien des cas, peuvent faire la moitié d'un programme complet en anglais. Là. Alors, dans plusieurs universités françaises. Un modèle qui s'est développé en Europe de façon assez importante, et j'ai assisté à la présentation du professeur Green de l'Observatoire de Genève, notamment sur la question linguistique, c'est vraiment fascinant. C'est le modèle de la courbe en U. Alors, plusieurs universités ont pris un modèle à peu près similaire pour dire quelle est la proportion de cours en anglais que je vais donner dans mon université pour ne pas perdre mon âme. Et là, je sais que c'est un débat, c'est un enjeu majeur ici au Québec, au Canada et tout, mais ils ont fait cette réflexion pour dire, mais nous, qu'est-ce qu'on va offrir, jusqu'où on va aller? Alors, la proposition, c'est de dire, bien, à l'arrivée, pour faciliter l'accueil et l'intégration, on pourrait aller jusqu'à 50 de cours en anglais et diminuer graduellement à la 2e année du bac, 3e année du bac, et commencer à monter pour le doctorat vers l'anglais en lien avec les publications. Alors, c'est une approche qui est favorisée par plusieurs universités maintenant. Ça leur permet un pouvoir d'attractivité internationale. Et je ne vous cacherai pas que nous, on se promène dans le monde, les missions qu'on fait lors des salons d'événements, on nous demande, avez-vous des cours en anglais? Bien, évidemment, il y a plusieurs universités qui disent, bon, je ne peux pas vous envoyer d'étudiants parce que le niveau de français n'est pas suffisant pour suivre des cours. Donc, il faut se poser la question, il faut réfléchir à ce qu'on veut et comment on le veut au niveau du déploiement international. Et je reprends ici, mot pour mot, là, les textes de présentation du professeur Green. Là. Alors, objectif, favoriser la venue d'étudiants étrangers en facilitant l'arrivée, mais sans proposer pour autant des formations exclusivement en anglais.
Ensuite, encourager l'apprentissage pour la langue locale. Ça, c'est fondamental. Évidemment, si on veut qu'il y ait une connaissance, une intégration un peu plus culturelle, il y a cette notion-là. Et attirer les étudiants qui sont réellement les meilleurs parce qu'ils ont non seulement des compétences en anglais, mais ils veulent aussi apprendre une autre langue que la leur, une troisième langue qui est le français. Donc, ce modèle-là, présenté, a quand même pas mal d'adeptes en Europe. Autre phénomène important, les regroupements stratégiques. Il y a de plus en plus de regroupements stratégiques pour des positionnements, évidemment, en matière d'impact international. Vous en avez quelques exemples. Universitas 21, il y a 2 universités canadiennes à l'intérieur. CALDO, qui est un modèle canadien, là, le consortium Alberta, Laval, Dalhousie, Ottawa, ils ont créé CALDO spécifiquement pour une chose, aller chercher les meilleurs boursiers à l'étranger. Alors, ils ont élargi un peu. Alors maintenant, ils ne sont pas seulement 4, ils sont rendus 10, et c'est tous des membres de U15. Alors, ils se présentent comme membres du U15 et disent « Nous sommes les meilleures universités de recherche au Canada. Si vous voulez envoyer des boursiers d'excellence au Canada, c'est chez nous que vous devez les envoyer. » Alors, évidemment, si nous, on ne réagit pas, on va laisser la place facilement à des consortiums comme CALDO. Le G3 en francophonie, vous avez entendu parler, l'Université de Montréal, en 2012, a lancé avec l'Université de Genève et l'Université libre de Bruxelles le G3. Très intéressant parce que les Français étaient furieux. Comment se fait qu'on n'est pas dans le G3? Les grandes universités francophones, et il n'y a pas d'université française. Je pense que c'était voulu, là. Je pense qu'il y avait une position là-dedans. Donc, eux se sont regroupés pour travailler étroitement ensemble. Nous, on a créé avec l'Université Savoie-Mont-Blanc et les hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, le réseau Relief, qui a été signé l'été dernier. Et là, on a eu des écoles d'été là, dans plusieurs disciplines, vous avez vu ça, mais on regarde aussi pour de la double diplomation et évidemment, de plus en plus de liens, soit sur la recherche, les parcours de continuité. On veut, avec ce réseau-là, essayer d'avoir un impact commun sur le type d'activité qui nous intéresse évidemment ensemble. Le colloque de l'UQ, première initiative du réseau UQ à l'international de cette nature, là, parce qu'il y avait eu d'autres actions avant. Les 10 constituantes de l'UQ, la semaine dernière, on était présents en Colombie. C'est un travail, ça fait 3 ans qu'on travaille ce dossier-là. Là. Il y a 1 an, on a signé les accords avec la Colombie pour accueillir les boursiers internationaux. Des boursiers puis exactement avec les mêmes partenaires que CALDO a signé. Hein, ICETEX, Colfuturo. Alors, et la semaine dernière, on a dit, si on veut que des étudiants s'intéressent à nous et appliquent dans nos programmes universitaires, parce que ce sont les étudiants qui appliquent, bien, il faut qu'ils nous connaissent. Pour nous connaître, il faut que les profs se connaissent et travaillent ensemble parce que c'est eux qui vont parler, évidemment, de leur programme et bien sûr de leurs travaux de recherche. Alors, on a réuni à Bogota 45 professeurs de l'UQ dans plusieurs disciplines et ils ont travaillé ensemble pendant 2 jours à un colloque à Bogota. Ils sont partis dans les universités régionales ensuite pour tisser des liens avec les partenaires. Et les résultats, on a des personnes qui étaient là sur place. Ici, les gens étaient enchantés de l'expérience avec un potentiel très, très fort. Donc, ce type d'exercice-là, évidemment, moi, je le dis, là, il y avait de l'enthousiasme, tout le monde était heureux, on va travailler ensemble. Le travail commence. Hein. Parce qu'en réalité, il faut que les choses, il faut qu'il y ait des projets, il faut que les choses se passent. On a eu l'intérêt de 5 étudiants au doctorat pour venir ici. Bon, est-ce que ça va se concrétiser? On le souhaite, mais on va travailler pour que ça se concrétise, évidemment, au terme assez rapidement. Donc, vous voyez, l'exercice permet d'avoir un rayonnement et une visibilité importante. La recherche internationale, là, je vous donne quelques... On me dit que j'ai 0 minute encore pour parler. Alors, je vais aller rapidement. La recherche, vous avez des données. La recherche a beaucoup bougé. Je ne vous ai pas donné, évidemment, des chiffres en termes de volume et les classements aussi en recherche. En 2000 et 2015, on est passé de 800 000 à 1,8 million de publications par année. Publications scientifiques par année. Il se publie 5 000 articles par jour dans les revues scientifiques dans le monde. Et là, vous voyez les classements. Les États-Unis sont toujours premiers en termes de production scientifique. La Chine était 8e en 2000, est rendue 2e position. Ça, autant pour les brevets que pour les meilleures publications, en fait, celles les plus citées, ils sont 2e. Le Canada a perdu des rangs de la 6e à la 10e position. Et vous voyez l'Inde, la Corée. La Corée a fait un bond considérable de 5 places. Alors, vous voyez la donnée. Ça veut dire que les pays investissent massivement dans la recherche pour amener leur laboratoire, évidemment, à d'autres niveaux.
Je vous donne les chiffres, là. Je regardais les données de la National Science Foundation aux États-Unis. Eux, leur rôle, là, c'est de vérifier, de s'assurer que les États-Unis sont encore premiers dans la publication. Bien, en 2016, ils sont aperçus que c'était les Chinois. Les Chinois les avaient dépassés en nombre de publications. Alors là, ils ont fait une analyse inutile, ils ont dit, ah oui, mais c'était beaucoup des co-publications où il y avait des chercheurs principaux, étaient des Américains, donc ils ont changé, c'est encore nous les meilleurs. Mais en réalité, en Chine, il y a des investissements massifs en termes de recherche et ça amène évidemment à leur positionnement. Co-publication internationale. Bon, au Canada, on a quand même une très bonne moyenne. 43 de nos publications sont faites en copublication avec un partenaire international, alors que la moyenne mondiale est de 20 mais en croissance. On cherche de plus en plus ce volet-là. Rapidement, je vous parlais tout à l'heure, là, on pourrait parler des chiffres sur la Chine, sur l'Inde. Écoutez, vous avez la Chine, 1,4, tout près de 1,4 milliard d'habitants, et l'Inde, 1,35 milliard d'habitants. Et d'ailleurs, l'Inde va dépasser la Chine en 2030 parce que le taux de natalité est plus élevé en Inde qu'en Chine, la politique d'un enfant, donc c'est déjà prévu. Et là, vous avez les impacts. Rapidement, en 2007, la Chine avait 17 universités classées dans le top 500 de Shanghai. Ils sont rendus 51 universités chinoises et 5 universités de Hong Kong. Je n'ai pas marqué, là. Hong Kong, c'est une ville. 5 universités de Hong Kong classées dans le top 500. Alors, les investissements sont majeurs. Ceux qui sont allés, le vice-recteur est allé, vous arrivez dans des universités où le gouvernement met énormément d'argent. Il a créé des regroupements d'universités. Ils veulent ramener des universités dans le top 100 pour la réputation, évidemment, de la Chine. L'Inde, c'est la même chose, mais moins d'investissement. Alors, vous avez ce qu'on appelle les Indian Institute of Technology, qui sont très, très forts. D'ailleurs, on travaille avec eux pour le programme des bourses de la reine Élisabeth. On a plusieurs boursiers indiens ici qui viennent des IIT. Mais vous voyez un peu, c'est des nombres faramineux, là. Je vous donne, juste pour vous donner un exemple, au Canada, en termes de population de 15 à 24 ans, on a 4,5 millions de jeunes de cet âge-là. Quand vous arrivez en Chine et en Inde, en Chine, c'est plus de 200 millions et en Inde, c'est 230 millions. Donc, imaginez-vous le potentiel qu'ils ont s'il y a une offre universitaire de qualité. En fait, les Chinois, c'est le pays, puis on a le professeur Charles qui est ici avec nous. Alors, c'est le pays qui envoie le plus d'étudiants étudier à l'étranger. Ils ont actuellement plus de 800 000 étudiants qui étudient un petit peu partout dans le monde. C'est au-delà de 400 000 par année qui partent. Et tout récemment, ils sont devenus un pays d'accueil. Il y a de plus en plus d'étudiants africains qui vont étudier en Chine parce qu'ils ont des universités d'excellence, des universités bien classées, et ils donnent des bourses. Alors, vous venez étudier chez nous, on paye vos études. Ils veulent internationaliser leur campus, ils ont des bourses pour ça. Donc, ce qu'est en train de faire la Chine va avoir un très gros impact sur nous et sur le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. L'Inde aussi, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas rester en reste par rapport à la Chine. L'Afrique, bien, l'Afrique, c'est massification de l'enseignement supérieur. Hein, ils ont une demande énorme. C'est 20 de la population qui a entre 15 et 24 ans. C'est 240 millions de jeunes et il n'y a pas assez d'universités. Je mets ici l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop. Ça, c'est l'université de Dakar, l'université principale. C'est une université dans laquelle il y a 25 000 places. Il y a 81 000 étudiants. Et ils ne peuvent pas refuser parce que l'accès à l'éducation en Afrique, notamment au Sénégal, bien, si tu rencontres les exigences, tu peux rentrer comme étudiant à Cheikh Anta Diop. Alors là, imaginez l'état de la situation. Imaginez l'amphithéâtre. Là. Les gens, dans certains programmes, notamment les programmes de médecine, le cours commence à 9 h, il y a des gens à 5 h du matin sur le bord de la porte pour avoir une place assise. Et ils seront probablement 2 ou 3 là, sur cet espace unique-là. Et il y a des gens qui ne rentrent pas. Alors, c'est une réalité. Alors, il y a un potentiel. Les universités marocaines, le recteur de l'université marocaine me disait qu'ils avaient une augmentation de la demande de 20 par année. Mais les budgets ne suivent pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est financé par étudiant équivalent à temps complet. C'est un mode de financement québécois, ça. Alors, eux autres, ils disent, bien, nous, on reçoit 20 de demandes de plus, mais je ne peux pas tout à fait les refuser, mais je n'ai pas de place. Alors, ils développent toutes sortes de processus, de cours sur vidéo, envoyés, donnés à différentes heures, etc., pour essayer de faire l'enseignement. Donc, c'est complexe, mais il y a là un intérêt
important. Amérique latine, aussi l'accès à l'éducation. Il y a des pays clés. Le Brésil, là, le Brésil, ça ne va pas très bien au niveau politique, vous savez, là, avec les dernières élections et tout. Mais il y a eu un désinvestissement dans l'enseignement supérieur, alors qu'ils avaient lancé, il y a plusieurs années, le programme Sciences sans frontières, où ils ont envoyé 101 000 boursiers à travers le monde. On en a eu ici. Alors, la présidente Dilma Rousseff avait fait une entente avec Barack Obama, puis ils ont envoyé 101 000 étudiants étudier partout dans le monde. Puis la plupart sont revenus, tandis que là, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. La Colombie, je parlais tout à l'heure de l'exercice qu'on a fait à UQ. La Colombie a dit, les autorités colombiennes ont dit que d'ici 2025, nous serons le pays le plus éduqué d'Amérique latine. On va voir, parce que en dire ça puis le faire, c'est une chose. Mais ils investissent donc en enseignement supérieur. C'est une des raisons pourquoi on a ciblé la Colombie conjointement comme réseau UQ. Il y a des investissements pour les boursiers et il y a des investissements en recherche aussi qui sont donc lancés par le gouvernement. Position du Québec, là je suis en retard en plus. Donc, la position du Québec, évidemment, Sébastien a mentionné tout à l'heure que tous les fonds de recherche ont tous des programmes à l'international. Que ce soit au fédéral ou au provincial, ils ont tous des fonds pour des collaborations internationales, pas dans tous les programmes, mais dans plusieurs programmes. Donc, c'est clair qu'il y a une orientation internationale. On avait avec nous la directrice du Fonds de recherche du Québec pour Mme Louise Poisson durant la mission en Colombie, est très intéressée parce qu'ils veulent aussi supporter et financer ce type d'accord-là. Position du Québec, les frais de scolarité. Bien, vous savez, avec la France, en 1978, on a signé un accord pour que les étudiants français aient les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. En 2014, on l'a un petit peu défait. Alors, les étudiants français au premier cycle payent les mêmes frais que les étudiants canadiens. OK? Et les gens ont réagi ici parce qu'en fait, dans les faits, on a perdu à peu près 20 de cette clientèle-là. Mais il faut voir où ces 20 allaient. Parce qu'une des prémices, c'était que beaucoup d'étudiants français bénéficiaient de la bourse pour venir étudier en anglais à McGill, à Concordia et à Bishop. Alors que le but, c'était un apport, une collaboration dans la francophonie. Alors, ça fait partie de l'équation. Cette année, on a eu une entente qui a été signée avec la Belgique. Alors, les étudiants belges francophones, là, c'est intéressant comment ils vont faire le lien, là, parce que Wallonie-Bruxelles et un Flamand qui parle bien français pourra bénéficier quand même de la bourse, j'imagine. Mais le but, c'est d'accroître ce réseau à travers la francophonie, donc d'attirer les étudiants belges. Les défis au Québec, la courbe démographique, vous la connaissez. Là, ici, on a les chiffres, les prévisions du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Alors, on a une baisse démographique des étudiants de niveau universitaire jusqu'en 2025. Alors, entre 2016 et 2025, il y aura, en principe, 15 500 étudiants de moins québécois dans nos universités. On est 18 universités, n'oubliez pas. Là. Alors, ça, c'est un impact important. Alors, ce sont les prévisions, parce qu'ils ont les prévisions collégiales et universitaires, vous les avez là, dans la courbe, et les cégeps ont vécu ça difficilement. Bien, nous, on le vit là maintenant. Là. On commence à avoir cet impact-là qui nous rentre dedans directement, et il n'y a personne qui baisse les bras, je peux vous dire. Toutes les universités se mettent au boulot pour avoir plus d'attraction pour les étudiants québécois dans toutes les régions. Vous avez vu sûrement les affiches de l'Université de Sherbrooke à Trois-Rivières. Vous avez vu sûrement les affiches de l'Université de Laval à Trois-Rivières. Alors, ne vous inquiétez pas, on aiguise nos armes, nous aussi, puis on agit sur les médias sociaux, etc. Mais là, il y a une question, évidemment, d'impact d'influence pour avoir le plus d'étudiants québécois possible. Mais en matière d'étudiants internationaux, par contre, c'est une croissance constante de 7 par année dans le monde. On prévoit, et 7 par année, ça veut dire que le nombre double à peu près aux 10 ans, okay, comme croissance. Alors, le potentiel d'étudiants internationaux est très élevé, mais ça demande beaucoup d'énergie pour aller les chercher. Ça demande beaucoup d'énergie pour les accueillir, les encadrer, les faire réussir. Alors, ce n'est pas si simple. Oui, le potentiel est là. Oui, il y a un marché qui est très, très intéressant. Et là, vous avez des données sur la croissance. Mais il y a des enjeux qui sont liés à ça. Parce que c'est un effort accru à tout point de vue, pour la réussite, autant que l'accueil et l'intégration, que pour le recrutement lui-même. Mais le marché, il est là. Le recrutement international, je vous donne quelques données sur
Très important pour les cycles supérieurs. Hein. Au Québec, là, ça, c'est les données du BCI. 20 des étudiants internationaux dans les maîtrises et 25 doctorat. Donc, même si ça représente à peu près 11 de la clientèle québécoise, plus vous avancez maîtrise doc, plus ils ont une proportion importante. L'immigration, maintenant, 33 des étudiants internationaux s'installent au Québec après. Et là, actuellement, c'est un contexte où le gouvernement est très favorable à cette installation-là. Ils ont même facilité les démarches. Et vous avez les apports financiers parce que, évidemment, on s'adresse aussi à des ministères qui ont des budgets. Alors, quand on leur parle, il faut aussi leur parler de budget. Quel est l'impact financier des étudiants internationaux sur le territoire? J'ai eu une rencontre ici avec les gens d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Je suis allé présenter au conseil d'administration. Alors, juste pour leur dire que l'impact des étudiants internationaux à Trois-Rivières, dans la région de Trois-Rivières élargie, c'est 40 millions de dollars par année. Un étudiant international, c'est entre 28 et 30 000 d'investissement en frais de scolarité, en hébergement, en alimentation, en biens culturels, tout ce que vous voulez. Alors, ils ont tous reculé dans leur chaise. Et là, j'ai dit, combien d'entreprises ici génèrent 40 millions de dollars d'activité économique par année? Il y en a. Mais là, on dit, wow, il faut faire quelque chose. Ben oui, si on travaille ensemble et qu'on est plus, je dirais, efficace en matière de recrutement, d'accueil, d'intégration, etc., on a un impact pour le savoir, la culture et tout, mais il y a aussi un impact financier. L'internationalisation des universités, vous avez ici évidemment, les grandes retombées, là. C'est des enjeux, les enjeux planétaires, j'ai mentionné tout à l'heure, donc exigent des collaborations en recherche, développement et le partage du savoir, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour aussi la qualité de l'enseignement au Québec et au Canada. Ça, c'est nettement reconnu partout où nous allons. Il y a vraiment une reconnaissance de cette qualité-là. Et les gens nous demandent, mais où on aimerait travailler avec vous, on aimerait collaborer, que ce soit en recherche ou en partage d'expertise. L'inspiration d'autres modèles, les peuples, évidemment, et surtout, un petit peu comme quand le Québec a lancé sa stratégie d'internationalisation en 2002, le premier objectif, c'était les étudiants. Le premier objectif, là, c'était d'internationaliser les étudiants. Et là, le but, préparer les diplômés à l'ouverture sur le monde pour qu'ils aient une perspective globale des savoirs, forte de valeurs humanistes et citoyennes, respectueuse des gens, de leurs différences et de leur milieu. Parce que quand on collabore à l'international, on partage nos valeurs. Ce n'est pas seulement un principe de on a du savoir à partager, on a des valeurs aussi à partager, hein, la démocratie, l'égalité, etc. Donc, ça fait partie de ce qu'on porte et ce qu'on apporte avec nous quand on collabore avec des partenaires internationaux. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et il y a peut-être une période de questions.